Salam alaikum. Bonsoir. Le général à la retraite Khaled Nezzar et ancien ministre de la Défense nationale au cours de la décennie noire a jeté un véritable pavé dans la mare en affirmant en janvier 2016, lors d'une conférence de presse, qu'il est prêt à affronter la justice. En tant que militaire, je suis prêt à rendre des comptes. Je respecte la peine des mères de ces disparus, mais je peux vous assurer que beaucoup d'entre eux ont rejoint les maquis terroristes sans informer leurs familles et leurs proches. Certifie celui qui fut l'un des artisans de l'interruption du processus électoral en 1992. Aujourd'hui, selon M. Sellel, 96% des dossiers des familles des disparus ont été traités. Entre les compensations financières et matérielles, le Premier ministre a assuré que les familles des disparus ont bénéficié d'un accompagnement juridique pour pouvoir porter leurs affaires devant les tribunaux. Abdelmalek Sellal a soutenu dans ce sillage que la question des disparus a bénéficié de toute l'attention du gouvernement et que les ayants droit ont été convenablement assistés sur tous les plans. L'État avait promulgué des dispositions ayant permis le recensement officiel de 7144 familles ayant perdu un ou plusieurs de leurs membres. 7100 familles disparues ont déjà bénéficié d'indemnisation jusqu'à présent. Pour les familles des disparus, tant que les cas de ces disparitions forcées n'auront pas été élucidés, tant que les criminels qui les ont perpétrés n'ont pas été jugés et tant que la vérité n'a pas été connue sur le sort de ces disparus forcés, comment peut-on dire que leur dossier est classé? Quand il reste des milliers de mères, pères, épouses et des sœurs qui demandent toujours justice et vérité par rapport à leurs bien-aimés qui ont été enlevés, kidnappés et torturés. Aujourd'hui. Le matin d'Algérie, extrait du rapport d'Human Rights Watch sur l'Algérie par la rédaction. Chouf chouf. Sellal, le dossier des disparus est totalement pris en charge par Malik Abbas. Algérie patriotique. Sellal, le dossier des disparus est totalement pris en charge par Sonia Baker. Salam alaikum, bonsoir. Aujourd'hui, donc dans le top 3, le titre d'aujourd'hui, les familles des disparus, toujours à la recherche d'une justice. Donc il sera avec nous dans le plateau, avec plaisir, Monsieur Brahim Younsi, président de l'UDM, l'Union des démocrates musulmans, et Monsieur Salah Hajjab, porte-parole du collectif CCTA, qui est contre la cherté des transports. Elle sera avec nous aussi Ben Latresh Wassila, chargé de communication du CNFD, Coordination nationale des familles des disparus en Algérie. On aura aussi Khadija Nmar, chargée de l'ONG El Karama, Dalila Kouidri, présidente de l'ANFD, Association nationale des familles des disparus. On commencera par vous, Brahim Younsi. Ahlan. Bonsoir. Merci, bonsoir. Brahim Younsi, M. Sellal dit que 96% donc des dossiers des disparus ont été pris en charge. Quelle est votre réponse par rapport à ce qu'il a dit, M. Sellal? 96%, c'est presque 100%. Si il a pris en considération cette question des disparus, il devrait dire ce qu'il est advenu d'eux. Ce n'est pas simplement, entre guillemets, prendre en charge les familles. Les familles ne cherchent pas des avantages matériels ou des indemnisations financières. Les familles, que je sache, et on les voit manifester quasi quotidiennement dans les rues d'Alger, veulent savoir la vérité, veulent savoir ce que sont devenus leurs parents.
C'est ça la question fondamentale. La question fondamentale, elle est réitérée depuis le début de la décennie rouge. C'est qui a tué qui? Voilà ce que les victimes, toutes les victimes, veulent savoir. Et qui a fait disparaître qui? Parce que je vous ai entendu tout à l'heure citer une déclaration de Khanzar qui dit que les disparus sont dans les maquis ou seraient dans les maquis. Sans que leur famille le sache. Cela est quasiment mensonger, pas quasiment, c'est mensonger. Nous savons que les services de sécurité ont enlevé des milliers de nos compatriotes. C'est au pouvoir de dire ce qu'il en a fait. Certains ont été gardés pendant des mois et des mois, sinon des années au secret. Où sont-ils? Qu'en a-t-il fait? On sait que des arrestations ont été faites de nuit et que ces Algériens-là ont disparu depuis. Et le chiffre des disparus, le bilan des disparus, nous l'estimons entre 20 000 et 25 000. Et quand Sellal annonce le chiffre de 7144 et ceux qui ont été pris en charge de 7100, alors qu'on sait très bien que, comme vous l'avez dit, les organisations, les ONG parlent d'un chiffre de 20 000 à 25 000. Là, donc où sont passés 18 000, globalement. Où sont passés 18 000 Algériens? Où sont-ils passés? Seraient-ils tous morts dans les maquis? Cela est-il vraisemblable? Si 18 000 Algériens, pour ne rester que sur la question des disparus, sont morts dans les maquis, cela veut dire qu'il y avait guerre. Or, hier, un procureur suisse nous dit qu'il n'y a pas eu guerre. Et de ce fait, je classe le dossier Nazar. Vous faites allusion par rapport donc au procès de Khaled Nazar en Suisse. Donc la justice a classé la plainte contre Nazar. La partie civile dépose un recours devant le tribunal. Tout à fait. Mais la raison pour laquelle le dossier a été classé, c'est que le procureur a estimé qu'il n'y avait pas de guerre au sens que lui donne de la guerre. Or, il y a eu bel et bien guerre en Algérie. Il y a des morts. Il y a des disparus. Et cette guerre-là répond à la définition classique de la guerre, qu'elle soit interne ou internationale. C'est du même ordre. On reviendra à vous, Brahim Younsi. Avant de vous donner la parole, Salah Hadjab, on a au téléphone Khadija Nemmar, chargée juridique de l'ONG Al-Karama. Khadija Nemmar, bonsoir. Khadija Nemmar? Est-ce qu'on a avec nous Khadija Nemmar? Il pense qu'on l'a perdu. On essaiera de la contacter. Salah Hadjab, je reviens à vous. On reviendra un peu sur les déclarations de Sellal par rapport à ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Par rapport à ce qu'a dit Sellal, je pense moi c'est une déclaration comme toutes les autres déclarations qui ont été faites soit par Sellal, soit par le président qui a nommé Sellal, soit par les autres ministres. Il se retrouve face à des médias, il balance des déclarations comme ça pour la consommation médiatique, mais la vérité, elle est loin de là. Ce dossier-là, il date de des années et des années. Et je pense même nous, on doit plutôt parler des enlevés. Ce ne sont pas des disparus, parce que parmi les cas, on connaît le Amin, elle est connue par tout le monde. L'enfant de Amin, il avait 16 ans. Il a été enlevé à 2 h du matin de la maison de ses parents.
Comment peut-on parler d'un disparu ou de gens qui sont dans les maquis ou autres? C'était un gamin, ce n'est même pas un adulte, et enlevé de sa propre maison. L'histoire des dossiers qui ont été traités au 96%, ils ont utilisé l'organe des droits, soi-disant des droits de l'homme rattaché au pouvoir, qui est l'organe de Farouk Orsantini, qu'ils ont harcelé ces parents-là, ou les proches de ces enlevés de façon forcée, pour accepter cette indemnité ou cette somme d'argent, sachant que ces gens-là, ils sont dans le besoin, dans la nécessité. Et il y en a qui ont fini par accepter cette somme d'argent. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont dit non, nous on veut que la vérité. On ne va pas vendre notre proche ou notre enfant ou notre mari. Donc c'est pour ça, aujourd'hui c'est une déclaration. Après tant d'années, s'il y avait une vraie réconciliation comme se vante, Monsieur le Président, il parle de Moussalaha, on ne se pose pas aujourd'hui, après plusieurs années, cette question. Donc on est mal parti, ce point de virage de Moussalaha, de cette réconciliation, c'était pas fait comme ce qui a été fait en Afrique ou dans d'autres pays, où ils ont appelé tout le monde, ils ont bien éclairé la vérité, il y avait une demande de pardon, et là même à la tunisienne, si on peut dire. Même comme vous dites, même à la tunisienne, on savait qui a fait des erreurs, on sait qui était le victime, on a bien présenté les choses, et après à un moment donné, c'est vrai, pour certains, il faut savoir un peu pardonner ou oublier, et après on passe à autre chose. Mais là, on n'est pas du tout dans cette... Mais il faut aussi nommer les responsables, Saleh. Bien évidemment, il faut les nommer. D'ailleurs, en parlant de cette affaire de procès de Nazar, moi j'appelle tous les gens qui ont agi dans ce dossier de ne pas baisser les bras, de revoir le dossier, de le renforcer et de ne pas se bloquer que sur la justice suisse. Il faut aller à La Haye, il faut aller partout, il ne faut jamais s'arrêter, parce que rejeter le dossier, c'est juste une étape, mais l'affaire n'est pas classée. On va discuter, je pense que Khadija Nmar, chargée juridique de l'ONG El Karama, est revenue, est avec nous. Khadija Nmar? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à vous. Khadija Nmar, qu'est-ce que ça signifie la déclaration de Sellel, qui dit que 96% des dossiers des familles des disparus ont été traités? Juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense qu'il faut bien regarder les mots. Traiter, ça ne veut pas dire clarifier. Lorsqu'il y a des cas de disparition forcée, il est important de savoir que l'État algérien a l'obligation de clarifier le cas. Ce qui n'a pas été le cas ici. Il y a seulement eu des compensations qui ont par ailleurs été conditionnées parfois à la signature d'un certificat de décès qui impliquait que les familles renonçaient à leur droit de savoir sans même parfois qu'elles sachent ce que ça impliquait. Or, de toute manière, qu'il y ait eu compensation ou pas, il n'en reste pas moins que l'État a toujours l'obligation d'enquêter sur les crimes de disparition forcée. Donc enquêter, ça veut dire enquêter de manière indépendante, impartiale et exhaustive, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, et d'informer les familles du déroulement de cette enquête. Si des auteurs sont identifiés dans le cadre de cette enquête, l'État a alors l'obligation de poursuivre ces personnes pénalement et de les sanctionner. Il faut aussi savoir que... Oui. Allez-y, Khadi. Voilà. Donc, un autre point aussi qui est très important, il faut savoir que les familles ont un droit qui est internationalement reconnu, qui s'appelle donc le droit à la vérité des familles de disparus, qui a été reconnu par exemple pour les familles au Chili, avant l'Algérie. Et... ce droit à la vérité implique que les familles ont un droit de savoir ce qui est arrivé à leurs proches, dans quelles conditions leurs proches ont disparu, si leurs proches sont vivants, dans ce cas-là, que ces personnes-là puissent avoir accès à leurs proches, si elles sont décédées, qu'elles puissent savoir les circonstances du décès, l'endroit où leur proche est enterré, et ce qui est important de savoir aussi,
c'est que ce droit à la vérité des familles est un droit qui est imprescriptible, ce qui veut dire que une déclaration d'un responsable politique algérien qui dit que les dossiers ont été traités ne met pas fin à ce droit de savoir. La question qui se pose, Khadija, donc il y a une différence entre la solution du régime de cette tragédie qui, pour lui, la solution est politique et le blanchiment des responsables, et celle qui demande les familles, et vous le dites aussi bien, qui est judiciaire et vérité sur le sort de leur chair. Tout à fait. Alors, il faut bien savoir distinguer le langage politique, ou dans lequel on va avoir des déclarations qui consistent à dire que les dossiers ont été traités, et puis ce que ça signifie concrètement, et mettre ça en parallèle avec l'obligation que l'État algérien a envers ses citoyens, c'est-à-dire l'obligation de d'enquêter sur les disparitions, l'obligation aussi d'accepter leurs plaintes. Il faut savoir que les plaintes des familles pour enlèvement et séquestration qui ont été faites ont été rejetées, tout d'abord comme pratique juridique, puis ensuite en vertu des articles 45-46 de l'ordonnance de 2006 portant charte pour la paix et la réconciliation. Donc et pourquoi ils ont été rejetés donc majeur. Ils ont été rejetés par rapport à ces articles que vous venez... Absolument, parce que toute plainte portant contre des agents de l'État, en vertu donc des dispositions prévoyant l'amnistie, doit être rejetée par le pouvoir judiciaire. Et ce sont des dispositions qui ont été mises en place dans le droit algérien, que les Nations Unies ont par ailleurs demandé à l'État algérien d'abroger, afin de permettre aux familles de pouvoir exercer leur droit à la vérité, à travers notamment le dépôt de plainte qui entraîne ensuite une enquête, qui entraîne ensuite l'identification des auteurs et leur poursuite. Et qu'est-ce que l'ONU a demandé réellement, tout en sachant que l'Algérie elle fait partie de cet organisme des droits de l'homme, qu'est-ce que l'ONU demande? Est-ce qu'elle fait des pressions sur l'Algérie? Il faut savoir que l'Algérie a ratifié, donc a signé le pacte international des droits civils et politiques. Ça signifie que l'État algérien, que notre État a pris un engagement à respecter un certain nombre de droits. Parmi ces droits, il y a le droit de ne pas être victime de disparition forcée, il y a le droit à l'accès à la justice, et de ce pacte-là, c'est sur la base de ce pacte-là que les Nations Unies se basent pour demander à l'État algérien de clarifier les cas de disparition forcée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre une mise en œuvre donc d'enquête indépendante, exhaustive et impartiale sur les faits, donner droit aux familles à porter plainte pour enlèvement et séquestration, poursuivre les auteurs et les sanctionner. Et clarifier les cas, ça veut dire aux familles ce qui est advenu de leurs proches et leur permettre enfin de faire le deuil. Parce que en étant en contact avec les familles, par exemple, ce qui revient souvent lorsque l'on documente des cas... Oui. J'aimerais vous poser cette question, mais on essaiera d'entendre votre réponse après, Khadija. Restez avec nous parce que on a une petite vidéo qu'on veut montrer. C'est quand le président Bouteflika a donné une réponse à une mère d'un disparu ou d'un enlevé, comme il dit notre confrère Salah. On entend la vidéo et on revient à vous.
On essaiera d'avoir Dalila Kouidri. Donc, c'était la femme qui a posé la question à M. Bouteflika. Il a répondu Marahouch Fijibi, ou les Fatmet, ou les Fatmet. Je pense qu'on me dit que Dalila Kouidri est avec nous. Dalila Kouidri? Dalila, il est avec nous? Madame Kouidri? Est-ce que on essaiera de la contacter, Madame Kouidri. Donc, c'est la dame dont je vous disais qu'elle a posé la question à Bouteflika et il lui a dit Marahouch Fidjimi. On revient à Khadija Nmar. Khadija Nmar. Khadija Nmar, vous êtes toujours avec nous? Khadija Nmar? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Pardon. Khadija Nmar, on a entendu Bouteflika dire Marahouch Fidjibi à une maman donc d'un disparu. Est-ce que vous êtes en contact avec les familles et qu'est-ce qu'ils demandent ces familles? Oui, alors on est en contact permanent avec les familles de disparus. Une phrase qui m'avait beaucoup marquée, c'était la phrase d'une épouse de disparu qui me disait que c'est comme un feu qui ne s'éteint pas. C'est une douleur une souffrance constante de la mère de la personne disparue, de ses enfants, de son épouse, qui vivent avec cette souffrance constante et pour lesquelles en fait il n'est pas possible de faire de deuil. Ce qu'elle m'avait dit aussi, qui m'avait beaucoup marqué, c'est que sans corps, sans mort, on peut pas faire de deuil. On ne peut pas réellement justement faire son deuil. Et quand on entend Bouteflika dire les Fatmet, la problématique, le problème ici avec ce genre d'affirmation, c'est que c'est une affirmation unilatérale. Ce n'est pas pour les familles de détenus, le passé n'est pas mort. Pour les familles de disparus, le passé n'est pas mort. Il est bien vivant. C'est une souffrance qui est quotidienne et qui a par ailleurs été reconnue par le Comité des droits de l'homme comme une forme de torture et de traitement cruel, inhumain et dégradant envers les familles. Ce refus de les informer, ce refus de prendre en compte leurs demandes est reconnu comme une forme de torture psychologique envers les familles de détenus, envers les familles de disparus, pardon. Et il faut aussi savoir que l'Algérie aujourd'hui est le 5e pays qui a le plus de cas de disparition non résolus dans le monde. Auprès des Nations Unies. Et des nouveaux cas sont enregistrés continuellement. Et les le 5e pays. Le 5e pays au monde. Donc, sachant qu'avant nous, il y a par exemple des États comme le Chili. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des milliers de cas qui restent irrésolus. Auprès de ces instances onusiennes et avec une réponse qui n'est pas satisfaisante de la part des autorités algériennes. Du moins, c'est ce que l'ONU a répondu à maintes reprises aux autorités algériennes. Dès que les autorités algériennes ont envoyé un espèce de mémo commun à tous les cas en disant que les cas étaient traités. Un petit peu la substance était un petit peu la même que la déclaration de M. Sellal. Et les Nations Unies ont dit que cela ne suffisait pas à clarifier le cas et cela ne suffisait pas à satisfaire les obligations de l'Algérie en droit international. Au point de vue international et envers les familles, que ça ne suffisait pas. Ok. Restez avec nous, Khadija Nmar. Je pense qu'on a repris Dalila Kouidri. Dalila est avec nous? Oui, oui. Bonsoir. Salam alaikum, Dalila. Bonsoir. Donc, présidente de l'ANFT, l'Association nationale des familles. Générale de l'ANFT. L'Association nationale des familles de disparus. Oui, monsieur. Madame Kouidri, donc on a vu votre appel à M. Bouteflika par rapport à votre fils. Et quand on entend M. Sellel qui dit aujourd'hui que 96% des dossiers des familles des disparus ont été traités, qu'est-ce que ça signifie ça pour vous?
Oh oui, monsieur. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre douloureux problème, à notre question. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Donc, je suis Madame Kwidri Dalila, secrétaire générale de l'Association nationale des familles des disparus. Vous m'entendez? Je vous entends, Madame Kwidri. Oui. Donc, c'est la première association qui a été créée dès le commencement même de notre revendication, c'est-à-dire en août 98, les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Algérie. Nous étions en pleine décennie rouge, noire, comme vous voulez. Et notre association demandait la vérité, toujours la vérité. La différence entre notre association et les autres associations, nous tenions à ce que les réponses soient faites ici, soient données ici au niveau de l'Algérie. Nous nous adressions à toutes les parties censées, reconnaissant le problème comme étant un douloureux problème, comme étant une question très inhumaine, si je peux le dire. Et nous nous étions adressés à tous les partis, à toutes les associations, à toutes les personnalités, à tous les hommes politiques. C'est-à-dire que nous n'avons rien laissé. Juste pour rappeler, Madame question. Kwidri, juste pour rappeler donc Oui. à nos téléspectateurs, donc votre fils, il a été enlevé. Oui, moi je suis une maman. D'ailleurs, un des articles de l'association était de parler de cette question, ou bien de faire partie de l'association, que ceux qui sont directement touchés par le problème, c'est-à-dire les mamans, les pères, les frères aînés, les sœurs aînées, les enfants, les petits-enfants. Et donc, je suis une maman d'un jeune étudiant, Kwidri Jalal. Mais quand je me suis adressée au président... Il avait quel âge quand il a été enlevé? Pardon, je m'excuse de vous interrompre. Entre 22 et 23 ans, il était à la veille de son dernier module pour avoir son examen de sciences économiques. Il était même inscrit en Tunisie pour poursuivre l'école de sciences économiques et des banques en Tunisie. Malheureusement, le Mektoub n'a pas voulu. Et c'était quelle année, Madame Kwidri? En juin 96, le 13 juin 96. Et qu'est-ce que le 10 avril 1971. Est-ce que vous avez été contacté par les autorités par rapport à son sort? Par rapport à quoi? Par rapport à son sort, ou est-ce qu'il est mort? Comme toutes les autres mamans, hein, nous n'avons négligé aucune institution. Nous nous étions rendus aux casernes de Ben Messous, de Ben Aknoun, de Blida. Nous avons fait des sit-ins un peu partout. Mais la réponse, vous la connaissez. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse. Est-ce qu'il a été enlevé de la maison? Est-ce qu'il a été enlevé monsieur, mon fils a été enlevé dans une cité de hauts fonctionnaires de la Sonelgaz, devant tout le monde. C'était d'ailleurs lui-même qui avait ouvert la porte. Il était en train de réviser son dernier module. Et on ne s'attendait pas du tout à cette disparition. Alors, au moment de le faire sortir de la maison, ils se sont adressés à moi, me disant, Madame, et je me rappelle. Et ils se sont présentés, Madame Kwidri, est-ce qu'ils se sont présentés comme des policiers? Non, ils ne se sont pas présentés. Ils ne se sont pas présentés, mais le salon était plein. La cité en bas était pleine de camionnettes, de 4x4. Alors j'ai même une voisine qui était levée à cette heure-ci parce qu'elle avait un fils asthmatique. Pour lui donner son sirop, son traitement. Elle a regardé par la fenêtre, elle habitait au 5e étage. Et elle m'a dit que la cité était toute noire de véhicules. Moi, je ne pouvais pas regarder parce qu'ils nous avaient cloîtrés dans le salon. Ils ne nous ont pas laissé sortir ni au balcon, ni voir par les fenêtres. Mais les voisins, le gardien de la cité a vécu tout le moment. Le lendemain, et juste après eux, il est monté. Il m'a dit, Madame, voilà, ils se sont dirigés vers les casernes de Mimsous.
Donc mon fils a été pris à Minsus. Vous m'entendez? Je vous entends, Madame Kouidi, je vous entends. Oui, donc, Allez-y. mais moi, quand je me suis adressée au président de la République, enfin, qui n'était pas président à ce moment-là, l'année 99, à Kaat Hamcha, je ne me suis pas présentée comme étant maire de Kouidri Djalal. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, quand je parle en tant que responsable, que secrétaire national des familles des disparus. Je parle au nom des mamans qui sont dans des contrées lointaines qui ne peuvent pas faire entendre leur voix, des dossiers que j'ai entre les mains. J'ai beaucoup de dossiers inhumains. Vous parlez souvent du petit Amin. Moi, j'ai le dossier de la petite Achour de Blida qui n'avait que 14 ans. Quand ils ont pris le papa et la mère le soir pour les questionner. Et les mêmes personnes qui sont venues prendre le père et la mère se sont rendues chez eux le matin à 10h et ils ont pris la jeune fille, l'adolescente, quoi. Madame Kouidi, Pardon? Kouidi, restez avec nous, s'il vous plaît. Restez avec nous. On a Belnatrash Wassila, chargé de communication au sein de la coordination nationale des familles des disparus en Algérie. Madame Belnatrash, elle est avec nous? Oui, je suis toujours avec vous. Oui, bonsoir. Salam alaikum. Madame Belnatrash, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux déclarations de Sellal qui dit que 96%, si on peut dire même 100%, que le dossier est classé des disparus? Bon, d'abord, salam alaikum. Alaikum salam. Les invités, je salue également Khadija Belkarama, notre amie et justement notre support juridique auprès Belkarama. Ce que vient de dire Monsieur le Premier ministre en question de clore le dossier de disparition, c'est pas à lui, ni au président de l'État, ni à Farouk Santani ou toute autre personne de clore le dossier. C'est à nous, en tant que victimes, de décider si le dossier est clos ou non. Et le dossier pour nous ne sera pas clos sauf s'il y a justice et il y a vérité. Lorsqu'il parle de 96% de dossiers réglés, il parle probablement des procédures administratives sur le plan indemnisation. Or, pour nous, la question de se poursuivre par rapport aux indemnisations, c'est plus important que ça. C'est plus important sur le plan vérité, sur le plan justice et sur le plan moral. Savoir ce qui s'est passé. Où sont nos chers parents, où sont les papas, où sont les mamans également, où sont nos enfants. Donc nous cherchons à savoir la vérité. Sont-ils morts? Sont-ils encore vivants? Sont-ils devenus fous et jetés dans les rues? C'est ce que nous cherchons à savoir. Ce n'est pas les miettes que qu'a jeté M. Sellal ou son gouvernement qui va nous faire taire. Non, c'est loin de là. Je pense qu'on va essayer de rétablir la communication. La communication n'est pas très bien, elle n'est pas très claire. On essaiera de rétablir la communication avec Belnatrash Wassila. Je reviens au plateau. Brahim Younsi, on a entendu donc ces mamans qui souffrent toujours, qui disent que la vérité n'est pas là et que le dossier pour eux ne sont pas classés. Est-ce que vous pensez que la société algérienne, peut-être, elle est passive par rapport à cette tragédie? Non, je ne crois pas qu'elle soit passive. Je ne crois pas qu'elle soit passive. Je l'ai dit tout à l'heure, les parents de disparus eux-mêmes manifestent et se manifestent quasi quotidiennement. Je crois que la société les soutient. La société veut savoir aussi ce que sont devenus les disparus. Si vous me permettez, il n'y a qu'en Algérie, que dans notre pays, où l'on dit le passé est mort, les faits mettent. Il n'y a qu'en Algérie que l'on dit ça. Non, le passé n'est pas mort. Le passé, c'est notre présent. Nous vivons encore. Les familles viennent de s'exprimer, vivent encore ces questions-là, de façon lancinante, quotidienne.
On a parlé de torture psychologique sur les familles, ce qui est parfaitement vrai. De mensonges. On ment à des familles qui souffrent. Sellal ment. Où il dit le Premier ministre a assuré que les familles des disparus ont bénéficié d'un accompagnement juridique pour pouvoir porter leurs affaires devant les tribunaux. La juriste vient de nous le dire, Del Karama vient de nous le dire, pardonnez-moi, j'ai oublié son nom, vient de nous le dire, que la charte pour la paix et la réconciliation nationale le leur interdit. Le leur interdit de déposer plainte, de porter plainte contre les agents, je mets des guillemets, de l'État, contre les services de sécurité. Or, nous venons d'entendre une mère dire que ce sont des membres, et nous savons que ce sont des membres des services de sécurité, qui sont venus, quelquefois déguisés, pour enlever des gens, pour faire disparaître des gens. Parce que nous savons que le terme est affreux, est horrible, que beaucoup de nos compatriotes qui ont été torturés ont été, comme disent les agents des services, périmés. C'est cela qui s'est passé. Et cela, on l'a dit de façon claire, que la vérité doit être établie et que la justice doit passer. Et pour cela, il faut qu'il y ait des enquêtes impartiales. Salah Hadjab, j'ai posé une question à Brahim Younsi par rapport à la passivité de la société algérienne. Donc une tragédie, est-ce que vous pensez que les Algériens soutiennent donc ces familles, ces mères, ces pères, ces sœurs dans ce qu'ils vivent comme tragédie? Moi, je pense que la société algérienne, elle soutient, elle peut pas être, comment on dit, insensée de ce drame-là. Sauf que peut-être c'est un problème d'organisation, c'est un problème de répression, parce que quand on parle de ce soutien juridique, alors que c'est proche des enlevés forcés, ils ne peuvent même pas faire un petit sitting tout le temps. Ils essaient de les enlever le matin pour les ramener dans des commissariats, pour passer toute la journée, et en fin de journée, on les laisse partir. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup plus de côté autorité algérienne qui a essayé de les diviser, qui a essayé de donner l'argent à certains, qui a essayé de détourner le sujet. Parce qu'à l'époque, quand il y avait les élections de cette pseudo-réconciliation nationale, la question qui a été expliquée à la télé, c'était quoi? C'était est-ce que vous voulez la fin de cette décennie noire ou non? Ce n'était pas expliqué dans le détail, surtout les articles dont a parlé la porte-parole de la fondation que je salue, le Karama, qu'elle a fait un travail formidable sur tous les dossiers de droits de l'homme, parce que les articles, moi je les ai notés. L'article 45, il dit « Aucune poursuite ne peut être engagée à titre individuel ou collectif à l'encontre des éléments des forces de défense et de la sécurité de la République, toutes composantes confondues pour des actions menées en vertu de protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la nation, de préservation des institutions de la République. » Ça, c'est dans la charte. Dans la charte. L'article 46, il est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 250 000 jusqu'à 500 000 dinars quiconque, par ses déclarations, écrit ou toute autre action, utilise ou instrumentalise les blessures de la stratégie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République, et après fragilise l'État. Après, il parle même à la fin de ternir l'image de l'Algérie sur le plan international. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont des choses à se reprocher. C'est pour ça qu'ils ont bien écrit ces articles-là, pour éviter toute poursuite. À l'intérieur, ils essayent aussi que ce soit même à l'extérieur. C'est pour ça, moi, je dis aux gens qu'ils ont commencé le dossier contre Nazar, il faut absolument ne pas baisser les bras, il faut continuer. Et j'appelle même tous les victimes de l'injustice algérienne et de cet État policier de s'unir pour la vérité et la justice. Et dans ces victimes, il y a les familles des enlevés forcés, il y a aussi la famille de Boudiaf, il y a la famille de Ghazdi Merbah, il y a beaucoup de dossiers similaires. Il y a même les 7 moines que jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas comment ils ont été torturés, par qui. Et d'ailleurs, même sur ce sujet-là, les pays étrangers sont un peu, sont complices, comme la France. Elle n'a pas, poussé jusqu'au bout pour faire connaître la vérité. Donc, ils ont fermé les yeux sur ce dossier. Khadija Nemmar, quand
Donc, on a entendu que le Premier ministre a assuré que les familles des disparus ont bénéficié d'un accompagnement juridique. Il nous parle aussi d'un chiffre de 7144. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Alors, ça aussi, alors, la question des chiffres, c'est une question qui est aussi qui a aussi été très problématique parce que, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Donc, du coup, c'est une occasion aussi pour les autorités de pouvoir donner les chiffres qu'elles veulent, en quelque sorte. Parce que il y a donc du côté des ONG, il y a des chiffres qui vont jusqu'à 20 000 personnes. Le groupe de travail sur les disparitions forcées a quant à lui enregistré plus de 3000 cas de victimes, à peu près 3550 et quelques cas, mais tous les ans s'ajoutent de nouveaux cas. Et puis même donc les autorités algériennes, quand dans leur communication avec les Nations Unies, ont souvent changé de position. Donc elles sont passées parfois de la reconnaissance de l'existence de la disparition forcée dans notre pays à son déni complet, puis à avancer des chiffres qui ont changé, 7000, puis d'autres chiffres. Donc ça montre aussi le caractère essentiel d'une enquête indépendante et impartiale et exhaustive, non seulement et surtout, premièrement pour les familles des victimes, mais aussi pour la société algérienne entière, pour que notre société puisse savoir ce qui s'est passé, puisse savoir exactement combien de personnes ont disparu, dans quelles circonstances, qui étaient les auteurs et ce qui est advenu. Parce que est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir une enquête comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout dépend de la volonté aussi. Malheureusement, on fait face à un manque de volonté des autorités actuellement de mettre en œuvre de telles enquêtes. Pourtant, ces enquêtes ont été demandées à travers de nombreuses décisions rendues par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, mais aussi les milliers de cas qui sont encore non clarifiés auprès du groupe de travail sur les disparitions forcées. C'est l'obligation, c'est une obligation de l'État algérien de mettre en œuvre, de mettre en œuvre une enquête indépendante et impartiale. C'est une obligation. Et le droit à la vérité des familles est imprescriptible, ce qui veut dire que même si l'État algérien refuse pendant 5 ans, 10 ans, etc., ce droit ne prend pas fin, ce droit ne s'éteint pas. Et très rapidement, comment on peut tourner la page? On a entendu Abdelaziz Bouteflika qui disait les Fatmet. Juridiquement. Juridiquement, quand on regarde les processus transitionnels dans la plupart des États qui ont connu des conflits, on voit que les processus qui réussissent, un véritable processus de justice transitionnelle, passent non seulement par une reconnaissance du droit des victimes, mais aussi par un respect des libertés fondamentales et des libertés fondamentales, telles que par exemple la liberté d'opinion, d'expression, mais aussi d'association et de réunion pacifique. Or, on voit bien qu'à travers l'article 46 notamment de la charte, de l'ordonnance de 2006, tout débat public sur la question est interdit et criminalisé et passible de poursuite. Quand vous voyez les mères et épouses de disparus qui vont pacifiquement se rassembler devant la présidence et demander la vérité sur le sort de leurs proches, ces femmes-là sont malmenées par la police, sont arrêtées. Donc, tant qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un débat qui soit libre et un débat qui permette à la vérité d'éclore et qui permette d'avoir un débat et une possibilité de pardon des victimes, parce que le pardon a été en quelque sorte décrété avec l'ordonnance. Il n'a pas été demandé aux familles. Pardon. On ne peut pas demander pardon s'il n'y a pas d'auteur qui a été identifié. On ne peut pas demander pardon si le crime n'a pas été reconnu. Très rapidement, Khadija. Tout ce processus à mettre en œuvre avant de pouvoir obtenir un pardon et une réconciliation nationale. Très rapidement, est-ce que vous pensez que la réconciliation qui s'est passée en Tunisie est un modèle?
à suivre par l'Algérie? Oui et non, parce que ça a permis un débat public avec l'IVD, donc l'instance vérité et dignité, qui a récemment eu des sessions où les victimes ont pu s'exprimer publiquement, où il y a eu une reconnaissance des torts, etc. Par contre, le problème qu'on a aujourd'hui avec le processus transitionnel en Tunisie, c'est que certes l'IVD commence à documenter des cas et à documenter des cas, mais très peu de moyens lui ont été donnés. Or, elle regarde une période qui est extrêmement longue, avec des crimes qui ont été systématiques, et aucun cas pour le moment n'a été poursuivi ou n'a été porté devant les chambres spécialisées qui ont été mises en place pour cela. Merci. Merci Khadija. Oui et non. Merci Khadija Nammar. Merci beaucoup d'être avec nous, chargée juridique de l'ONG Al-Karama. Je reviens à Bellatrache Wassila, chargé de la communication du CNFD. Bellatrache, comment on peut tourner donc la page? On a entendu Bouteflika dire les Fatmet, mais pour vous, comment on peut la tourner? Wassila est avec nous? Elle est avec nous, Madame Bellatrache? Ça a coupé, on me dit, on l'a perdu. Je reviens à Brahim Younsi. Donc on a entendu Madame Khadija Nammar nous éclaircir par rapport au juridique. Politiquement, comment on peut tourner la page? C'est Brahim Younsi. La question est d'abord judiciaire. Elle est d'abord judiciaire. Si nous connaissons les victimes, y compris leur identité ou leurs identités, nous savons globalement, les familles parlent, il y a des dossiers qui sont constitués par les organisations internationales, par les organisations algériennes. Nous savons globalement qui sont les victimes. Mais pour poursuivre, c'est la raison pour laquelle il faut des enquêtes. Parce que la responsabilité pénale est individuelle. La responsabilité pénale est individuelle. Raison pour laquelle nous devons savoir, et je reprends cette question lancinante, qui a tué qui? Il faut que nous sachions, il y a à tout cadavre, à tout mort, il y a un coupable. Et il faut que nous sachions qui a tué. À ce moment-là, on a parlé de pardon. À ce moment-là, les familles peuvent décider souverainement de pardonner. Mais elles doivent aussi avoir la possibilité, le droit de pouvoir poursuivre pénalement. C'est ce droit qu'elles n'ont pas aujourd'hui, parce que la charte dont nous avons parlé le leur interdit, nous l'interdit. Voilà la question, parce que l'Algérie, bon, comment on va résoudre les problèmes, ce n'est pas un état de droit. Ce n'est pas un état de droit qui puisse permettre aux Algériens d'avoir des droits de poursuivre des agents des services de sécurité, y compris et surtout ceux qui leur ont donné l'ordre, d'aller chercher tel ou tel Algérien chez lui, comme cela est le cas du fils de madame dont j'ai oublié Khouidri. Et il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Donc c'est aux enquêtes de déterminer qui sont les responsables, les coupables de ces enlèvements, de ces disparitions. Voilà la question. Politiquement, ça reviendra à cela. Je ne crois pas que les partis politiques ou les acteurs politiques, quels qu'ils soient, puissent prendre une éponge et effacer cela. Cela dépend des familles et bien sûr de la loi. Or, la loi doit être changée. La loi est mauvaise parce que la charte pour la paix et la réconciliation nationale, je mets des guillemets, est une loi qui s'applique aujourd'hui. Mais cette loi peut être effectivement abrogée. Et c'est là où le politique peut entrer en scène, si j'ose dire, mais cela aussi est conditionné par la liberté de vote. Quand je dis la liberté de vote, c'est-à-dire qu'on ne frotte pas
qu'on ne truque pas les élections. Et nous savons que les élections chez nous sont truquées. Donc la loi ne changera pas, parce que ça sera toujours les mêmes partis, le même pouvoir qui continuera à gouverner si nous passons toujours par les seules élections. Salah Hadjab, comment on peut tourner la page? On a entendu les témoignages donc, des mamans qui disent qu'on ne peut pas tourner la page de cette façon, comme il le décèle. Exactement, elle a bien raison. Donc la page, elle ne sera pas tournée avant de connaître la vérité. Après, là, c'est la justice qui décide que les coupables doivent être punis par la loi. Après, si toutes les familles des victimes décident de pardonner, c'est à eux seuls qui peuvent pardonner ces gens-là. Parce que la loi aujourd'hui, en Algérie, on l'applique pour quelqu'un qui se gare mal ou quelqu'un qui vole, je ne sais pas moi, il vole 1 kilo d'un produit. Mais après, ces gens-là qui ont tué des gens d'une façon vraiment absurde, leurs familles ne connaissent même pas où ils sont enterrés, comment ils ont été, ils ont été torturés. Donc c'est absurde, on ne peut pas tourner cette page. Cette plaie-là, ça va rester jusqu'à la fin de la vie de leur famille. Ces derniers jours, on a suivi la mort de quelques parents ou proches de ces disparus. C'est pas comme ça. Ces gens-là ne vivent pas, ces gens-là survivent. C'est ces gens-là, ils ont une plaie ou ils ont on dirait ils ont quelque chose au fond de leur cœur qui ne va pas s'éteindre avant de connaître la vérité. Et à ce moment-là, il y aura une vraie réconciliation, mais pas la réconciliation à la façon Bouteflika. Et là, à ce moment-là, on appellera tous les gens, tous les Algériens à tourner la page ensemble. Et après, passons à l'état de droit. Et dans cet état, on ne va pas recommencer de ce qui a été passé dans cette décennie. Donc, on attend une vraie réconciliation, Brahim Younsi. Évidemment. Salah Hadjab. Évidemment. Je vous remercie beaucoup. Nous travaillons pour cela. En traitant ces questions-là, en les réglant surtout, que la réconciliation émergera. Et on doit agir et mettre, continuer de bouger. Et on doit croire. Au départ, on ne pense pas que ce pouvoir va l'accepter. Ce pouvoir ne va jamais l'accepter. On doit le pousser avec tous les moyens pacifiques à cette réconciliation. Merci Salah Hadjab. On me dit que le temps de l'émission est fini. Je voudrais remercier Salah Hadjab, porte-parole du collectif CCTA, et Brahim Younsi, président de l'UDM, l'Union des démocrates musulmans, Belatr Chouassi, la chargée de communication du CNFD, et Khadija Nmal, chargée juridique de l'ONG El Karama, Dalila Kouidri, secrétaire nationale de l'ANFD. Nationale des familles des disparus, l'Association nationale des familles des disparus. Je souhaite de très bonnes vacances à Jamal Din.